Kinshasa a mis aux enchères les droits d'exploitation de 30 blocs pétroliers et gaziers, dont certains chevauchent des aires protégées du bassin du Congo. Dans la loi des hydrocarbures, il ne peut pas y avoir exploitation ou exploration tant qu'il n'y a pas eu d'enquête environnementale. Les inquiétudes que la communauté internationale doit avoir, c'est par rapport aux tueries qui se font à l'est du Congo. On a l'obligation de pouvoir exploiter ça. Longtemps source majeure de clientélisme et d'extraction de rente pour le gouvernement, cette vente aux enchères est-elle pour l'État un moyen de récupérer l'autorité sur les politiques forestières du pays, ainsi qu'une certaine indépendance vis-à-vis des bailleurs de fonds multilatéraux? Déjà, les 4,5% utilisés à ce jour, ça fait déjà 10% du budget national, ça contribue à hauteur de 10%. Imaginez si on arrive à utiliser le potentiel en hydrocarbures de la République démocratique du Congo, on atteint même juste sur les 50%, ça va réellement booster l'économie. Didier Boudimbu, invité de ITW. Le ministère des hydrocarbures traitait plus tout ce qui était aval pétrolier. Les gens étaient concentrés sur tout ce qui était aval pétrolier, donc vendre le produit fini, gérer les stations, toutes ces histoires-là. Aujourd'hui, les hydrocarbures, on parle de l'amont pétrolier, on a des perspectives pour que ça devienne, pour que le Congo puisse devenir un grand pays producteur du pétrole et de gaz. Et ça va booster l'économie nationale. Et nous voyons que, juste après le discours du chef de l'État, ça me rassure et ça me réconforte dans le travail que nous sommes en train de faire, c'est que nous sommes dans le bon. La vision du chef de l'État, c'est qu'à ce jour, tout ce que nous avons comme potentiel en hydrocarbures n'est utilisé qu'à 4,5%. Donc il y a à peu près 95,5% qui n'ont jamais été utilisés. Nous n'avons qu'une seule société ici, Perenco, qui exploite au niveau de l'Ouest, alors que nous avons le potentiel est énorme au niveau de la cuvette centrale, au niveau du Carbone-Albertine, du Tanganyika. Donc cette vision est que nous puissions rendre le pays, le Congo, comme étant un pays producteur du pétrole. Déjà les 4,5% utilisés à ce jour, ça fait déjà 10% du budget national, ça contribue à hauteur de 10%. Rien que 4,5%. Donc essayez d'imaginer si on arrive à utiliser le potentiel en hydrocarbures de la République démocratique du Congo, on atteint même juste sur les 50%, ça va réellement booster l'économie. On n'a pas le choix, on va atteindre l'objectif parce que le M23 n'a pas commencé aujourd'hui. Toutes ces rébellions-là qui ont muté en termes de nom ont commencé, ça va faire plus d'une vingtaine d'années. Et le peuple congolais n'a pas arrêté d'être tué. Il y a eu des négociations à l'époque de Mouzé, il y a eu une négociation à l'époque de l'ancien président Kabila. On ne va pas continuer dans cette voie parce qu'on voit qu'au final, ça n'aboutit pas. Au final, on négocie, mais on retombe toujours dans la même chose. C'est toujours le peuple congolais qui est tué, c'est toujours nos peuples, nos populations qui sont sacrifiées au niveau de l'Est. Donc je pense que l'option que le chef d'État a levée, on ne va pas négocier avec eux, on ne négociera pas. Le pays a été agressé depuis que Mouzé est arrivé en 97, en 97, jusqu'à ce jour, on n'a pas eu de répit. Nous avons vu des groupes naître, nous avons vu le Rwanda, le régime rwandais nous attaquer. Depuis, ça fait des décennies et des décennies. Il y a des Congolais qui meurent chaque jour. Et ces groupes-là, la plupart ont existé pour essayer de protéger certains villages ou certains recoins. Mais aujourd'hui, avec ce que le chef d'État est en train de mettre en place, nous allons bientôt finir cette guerre-là. Ces groupes-là n'auront plus lieu d'exister. Donc je pense qu'ils vont disparaître naturellement quand on aura bouté l'ennemi dehors. Dire à nos forces armées que nous sommes derrière eux, dire à notre président de la République, le commandant suprême de nos forces armées que nous sommes derrière lui et que nous le soutenons dans ce combat injuste qui nous est imposé par les terroristes du M23 soutenus par le Rwanda, plutôt soutenu par le régime rwandais, pas par toute la population rwandaise, mais plutôt le régime rwandais, le régime qui est en place actuellement, dire à nos forces armées que nous sommes déterminés à les soutenir et on va tout faire pour essayer de les soutenir et qu'au final, ils ne sont pas en train de se sacrifier pour rien. Tout ce qui est en train de se passer, la guerre qui nous est imposée et tout ce qu'ils sont en train de subir au fond pour que nous puissions être en sécurité, nous sommes reconnaissants et nous sommes derrière eux. Nous avons mené cette activité-là. Le lendemain, nous sommes rendus au camp Kokolo pour donner des vivres aux familles de nos militaires, de nos FARDC. Et en même temps, là, nous avons fait quand même une commande importante en termes de médicaments que nous allons aussi remettre bientôt à nos forces armées congolaises pour les soutenir. Dire que c'est assez, non, ce n'est pas assez.
mais chacun d'entre nous doit contribuer avec ce qu'il peut pour pouvoir aider nos forces armées. Je pense que si chacun d'entre nous bougeait, aujourd'hui nous sommes à près de 100 millions d'habitants au Congo, si chacun mettait $10 pour nos forces armées auront 1 milliard. Et ça pourra les aider en termes d'équipement et en termes de moyens financiers. C'est vrai qu'il y a toujours des brebis galeuses, il y en a toujours qui pensent être calife à la place de calife, il y en a qui ont cette façon de faire. Mais nous sentons au moins à 90% que soit la population, la classe politique, tout le monde est unanime pour dire qu'on ne cédera pas 1 centimètre de notre terre et on ne va pas laisser nos populations être massacrées telles qu'elles sont en train d'être faites. Même si la communauté internationale ne parlait pas, mais ils voyaient comment nous, que ce soit les politiciens de la majorité ou de l'opposition, le fait que nous crions, le fait que nous sommes en train de dénoncer, vous allez voir que la tendance commence un peu à changer. La communauté internationale commence maintenant à faire des déclarations petit à petit. Nous avons maintenant notre président de la ville de Kinshasa, l'honorable Néron Mbungu, qui prépare aussi, qui a une très bonne stratégie. Nous avons des personnalités qui nous ont rejoints aussi. Nous avons des alliances qui vont se faire avec d'autres partis à travers la plateforme AVC Ali, dont on se prépare, alors comme je le dis, à tous les niveaux. Aujourd'hui même, je pense, si vous regardez le siège de l'Union du Congo à Lubumbashi, à Kalemi Tanganyika, à Mbujimayi, et à Kinshasa, là on est en train de mettre en place au niveau de Gemene et du Bandundu. Donc ça annonce déjà que nous sommes prêts. Nous sommes réellement prêts parce que nous sommes déterminés à pouvoir donner au président de la République une majorité confortable qui, cette majorité, va lui permettre de mettre sa politique en marche comme il l'a toujours voulu. Le potentiel pétrolier du pays mis en avant au moment où la guerre en Ukraine fait exploser le prix du baril. Une reconfiguration du marché pétrolier est en cours. Comment la RDC compte-t-elle en tirer profit avec ses hydrocarbures ? Je pense que nous sommes parmi les rares pays où on arrive quand même à gérer, malgré la guerre russo-ukrainienne, nous arrivons quand même à gérer parce que c'est vrai que pendant un moment, il y a eu des fils pendant 3, 4, 5 jours, mais ailleurs, c'était pire. Ailleurs, il y avait vraiment rupture totale, et même dans des pays comme le Nigeria, qui sont grands producteurs du pétrole, mais on a vu ce qui s'est passé. Nous arrivons quand même à bien gérer cette situation, nous arrivons à bien gérer nos stocks, et jusque-là, maintenant, je pense que le fait que nous sommes en train on a lancé des appels d'offres, nous sommes dans l'amont pétrolier, très bientôt le Congolais va commencer à consommer le produit qu'il aura sorti de ses terres et qu'il aura raffiné sur place. Les défis, c'est en termes d'infrastructure, parce que nous devons mettre en place des plus grandes unités de stockage, nous devons mettre en place tout ce qui est raffinerie, les pipelines, parce que quand les produits sont en train d'être partis d'une province à une autre par camion, à part que ça coûte de l'argent, donc ça fait changer le prix à la pompe. À part ça, il y a aussi question de sécurité, donc nous devons mettre des pipelines donc pour pouvoir relier nos provinces et aussi relier surtout là où actuellement nos produits arrivent par Mwanda et faire relier ça, parce que les pipelines qu'on a aujourd'hui sont de 6 pouces, ils sont tout petits. On doit les changer pour arriver à en avoir de 20 pouces. Et nous comptons aussi mettre en place des pipelines qui vont quitter Kasumbalé, ça jusqu'à Lubumbashi, Kolwezi, de ce côté-là, parce que la consommation là-bas elle est énorme, elle est à peu près de 160 000 mètres cubes le mois, mais tout passe par des camions-citernes. C'est pas évident. Je pense que si on met des pipelines, les gens seront d'abord sécurisés et il y aura l'impact à la pompe parce que le transport va coûter un peu moins. Le travail, ce sont des appels d'offres que nous venons de lancer. Et actuellement, nous sommes en train de sillonner le monde pour pouvoir dire aux gens, venez investir en République démocratique du Congo, venez faire le pétrole République démocratique du Congo. Nos lois sont flexibles, il y a une assurance juridique, il y a aussi une attractivité par rapport à tout ce qui est fiscalité, donc tout ce qui est finance. Donc, venez en République démocratique du Congo. La grande chance que nous avons aussi, c'est que d'ici 2 semaines, je pense, 2 à 3 semaines, on pourra déjà conclure sur les blocs gaziers, parce que tous les 3 blocs gaziers, il y a eu des soumissionnaires, pas les moindres, des vrais soumissionnaires. On a envoyé des missions pour vérifier la capacité financière et technique au niveau des États-Unis. Les échos sont positifs par rapport à 2 grandes sociétés. Il y en a encore une au Canada et une nigérienne. Donc d'ici là, je pense qu'on va signer pour les 3 blocs gaziers. Une fois qu'on aura signé, ce sera un plus parce que ce sera de l'énergie. Potentiellement, ce sera de l'énergie qui pourra servir à part de la population du Nord Kivu et du Sud Kivu aussi. Ça pourra servir les miniers et quand on a de l'énergie, on a la vie sans énergie, on ne sait pas avancer. Ils sont pris en compte. Il y a une grande société congolaise qui appartient à M. Ledia Surestream. Ils sont sur un bloc au niveau du Congo central. Nous avons vu, ils ont ramené des rigs. Je compte même descendre là-bas pour les encourager parce qu'ils sont en train de faire
un travail remarquable. Je pense que la porte est grandement ouverte. La seule chose, c'est que quand on parle de l'amont pétrolier, c'est en termes des millions. Même pour pouvoir déjà avoir une goutte, on peut dépenser au-delà de 100, 150, 200 millions de dollars. Et nous savons tous que ce n'est pas tous les Congolais à chaque coin de rue qui ont ce montant-là. Mais il y a déjà un Congolais, comme je le dis, M. Lédia, que je tiens à féliciter par rapport au travail qu'il est en train d'abattre dans le secteur. Et nous allons l'accompagner. Nous avons l'obligation d'accompagner les Congolais parce que c'est d'abord le Congolais et puis les autres peuvent venir après. La première des choses, c'est que c'est une première, nous venons de lancer les appels d'offres. Nous mettons en valeur nos blocs pétroliers. Parce que nous avons 3 bassins sédimentaires, mais nous mettons maintenant en valeur nos blocs pétroliers et nous sommes déterminés à pouvoir octroyer ça à ceux qui pourront réellement travailler. Parce que l'idée n'est pas d'octroyer les blocs à ceux qui vont se missionner pour qu'ils puissent se garder comme je ne sais quoi. L'idée est qu'ils puissent travailler sur ça. Donc c'est un peu la politique que nous avons mise en place et c'est vraiment en train d'avancer. Parce que nous on est en train de voir l'engouement, on est en train de voir comment les gens sont en train de se missionner. Nous sommes sûrs d'arriver et de pouvoir satisfaire que ce soit nos populations et tous les pays entiers en fait. Les blocs pétroliers, on avait lancé l'avis à manifestation d'intérêt depuis le 28 juillet. Et normalement, nous sommes censés clôturer les dépôts le 29 janvier. Et après ça, parce qu'il y a l'étape de la présélection et puis l'étape de la sélection, vérifier les capacités financières et techniques des soumissionnaires. Donc nous sommes encore là pour le moment pour les blocs pétroliers. Nous attendons encore, les gens sont en train de faire leur dépôt. Quand on va fermer, quand on va conclure, ça passera à la télévision nationale et les gens vont connaître les soumissionnaires et ils ont soumissionné sur quel bloc. Après, la procédure pourra continuer. Sur les 27 blocs pétroliers mis aux enchères, 9 se trouvent dans l'immense région de la cuvette centrale qui abrite des forêts tropicales et des tourbières qui comptent parmi les plus importants puits de carbone dans le monde. Elles séquestrent environ 30 milliards de tonnes de carbone, ce qui équivaut à 82% des émissions mondiales annuelles de dioxyde de carbone liées à l'énergie. Selon des scientifiques et des ONG, leur dégradation pourrait avoir des conséquences irréversibles sur l'environnement. Dans la loi des hydrocarbures, il ne peut pas y avoir exploitation ou exploration tant qu'il n'y a pas eu d'enquête environnementale, d'enquête sur l'impact environnemental. Donc la loi nous oblige à le faire et je pense que c'est ce qui va être fait. Donc il n'y a pas vraiment les inquiétudes que la communauté internationale doit avoir, c'est par rapport aux tueries qui se font à l'est du Congo, c'est par rapport à nos populations qui sont tuées, c'est par rapport à notre faune qui est en train de subir des impacts réels à travers les obus et tout ce qui se passe à travers cette guerre qui nous est imposée. On ne doit pas s'inquiéter pour ce qu'on peut faire par rapport à ce que Dieu nous a donné, parce qu'on ne va pas garder ça comme ornement. On a l'obligation de pouvoir exploiter ça. Et je vous dirais même, si on va au Gabon, ça fait 50 ans qu'ils exploitent, ils sont en train d'exploiter au niveau de la forêt équatoriale, il n'y a pas d'impact. Le bassin du Congo est grand. Le bassin du Congo, c'est le poumon de l'humanité. Il donne beaucoup. Mais qu'est-ce que le Congo reçoit en retour? Et aussi, beaucoup ne savent pas que nos blocs sont immenses. Nous avons des blocs pétroliers qui ont la taille de la Belgique. Ceux qui sont partis en Belgique, donc si on doit extraire, ça n'a pas la grandeur même d'une commune. Pas du tout. Donc je ne vois pas pourquoi les gens doivent nécessairement crier ou avoir peur. Nous allons exploiter d'une façon responsable. Le ministère des hydrocarbures travaille avec le ministère de l'Environnement pour préserver tout ce qui est la faune et flore. Et je pense que l'exploration va se faire d'une façon responsable. Il n'y a pas d'inquiétude à avoir parce que c'est déjà dans la loi des hydrocarbures. Là où Total exploite son gaz au Mozambique, c'est une rébellion qui était très brutale et dure, mais ils ont continué. Donc il ne faut pas parler d'insécurité. Total est ici, on est en République démocratique du Congo. On a des stations Total, je reçois les DG de Total ici. Donc si l'ordre numéro 1 a fait cette déclaration, lui seul sait pourquoi il a fait cette déclaration. Ici, à quelle fin? Mais nous, on ne va pas s'attarder sur ça. Le plus important, c'est qu'il n'y a pas que Total. Il y a les sociétés américaines, les sociétés asiatiques, les sociétés africaines qui sont prêtes à travailler avec nous et on va travailler avec eux. Donc on ne va pas s'attarder pour Total ou qui que ce soit, non. Ceux qui vont venir, Congolais et pas Congolais, la porte est grandement ouverte, on va travailler avec eux. Tout ce qui devait arriver comme matériel, la plupart des conteneurs sont déjà arrivés. On a eu à dédouaner ça. Et je pense que les derniers conteneurs vont arriver. Et au mois de janvier, je pourrai aller lancer les travaux de dégazage du golfe de Kabouno, le dégazage industriel. Parce que là, nous avons une petite station pilote qui a eu à faire ses preuves. Maintenant, le grand dégazage va commencer à partir du mois de janvier. Le gouvernement a eu à débloquer l'essentiel de la somme demandée pour pouvoir aboutir. Et nous allons commencer ce dégazage déjà au mois de janvier.
Le dégazage du golfe de Kabou, ce n'est pas l'exploitation du gaz méthane. Il ne faut pas qu'il y ait confusion. Le dégazage, c'est qu'on doit ressortir tout ce qui est gaz toxique, qui est dangereux pour l'environnement, pour ne pas qu'on arrive à des situations comme c'est arrivé au niveau du Cameroun à une certaine époque où il y avait plus de 1700 morts, parce que si ce gaz-là est libéré, il n'y aura pas de vie tout autour. Ça va dépendre de la direction que va prendre l'air. Si ça part vers Guisséné, les gens vont... en fait, il n'y aura pas de vie. Donc c'est ce gaz-là dangereux qu'on doit ressortir. Mais l'exploitation du gaz méthane pour le transformer en électricité, ça c'est un autre processus. C'est dans les appels d'offres que nous avons lancés et que nous comptons signer d'ici 2 à 3 semaines. Ce n'est vraiment pas la même chose. Par contre, l'exploitation, dès qu'on aura signé des contrats de partage de production, ces sociétés-là pourront transformer ce gaz et le vendre aux miniers et donner aussi à la population. Parce que là, ce gaz méthane qui est particulier va être transformé en électricité. Donc il ne faut pas confondre ça et le dégazage. Perenco, c'est un autre gaz. C'est ce qu'on appelle le gaz brûlé, le gaz torché. Quand les gens passent à Mwanda, quand on voit, on voit des torches qui sont en train de brûler, c'est du gaz qu'on est en train de brûler. Parce qu'à chaque fois qu'il y a exploitation du pétrole, il y a le gaz qui ressort. Mais maintenant, notre loi nous interdit de continuer à torcher parce que ça, c'est dangereux pour l'environnement. C'est comme ça que nous avons eu à signer l'avenant 9 au mois de décembre 2021 avec Perenco pour pouvoir valoriser ce gaz-là, au lieu de le brûler, de pouvoir le transformer en électricité. Et nous avons vu qu'à ce jour, Perenco a beaucoup évolué en termes d'infrastructure pour pouvoir arriver à ce qu'on s'est convenu de faire. La table ronde, il y a eu des recommandations. On devait mettre en place une coordination par rapport aux subsides donnés par les sociétés pétrolières pour pas que cet argent-là soit détourné. Et c'est ce que nous avons mis en place. Il y a un comité qui est déjà là en place. Et ce comité-là, ils ont soumis il y a 1 ou 2 semaines des propositions par rapport à ce qui doit être fait par rapport à la cagnotte qu'ils leur est donnée. J'ai reçu ça, j'ai remis aux sociétés pétrolières qui sont en train de travailler sur ça, qui vont revenir vers nous très rapidement pour pouvoir mettre ces moyens-là pour que les autochtones et la population riveraine de Mwanda, là où l'exploitation se fait, puissent quand même tirer bénéfice de ce qui sort de leur terre. Quand le gouvernement, à travers mon ministère et celui des Finances, avons signé l'avenant 9 avec Perenco, la République démocratique du Congo a gagné 25 millions de dollars en termes de bonus de signature et on a eu 40 millions en termes d'avance sur les taxes. Sur ces 25 millions, le chef de l'État a jugé bon de mettre 10 millions à disposition du territoire de Mwanda. Et ça, c'est une première. Ces 10 millions, au jour d'aujourd'hui, sont logés au niveau du BCECO parce que, comme vous le savez, nous devons respecter la loi. Donc, quand il s'agit d'une telle somme, il faut qu'il y ait des appels d'offres. Et la structure qui est bien placée pour pouvoir mettre ça en place, c'est BCECO pour pouvoir faire ce travail. Et l'argent se trouve au niveau du BCECO. Je viens de signer un protocole d'accord avec eux qui va leur permettre maintenant de lancer des appels d'offres par rapport le peuple mwandais veut de l'électricité. Je pense que c'est ce qui est prioritaire, l'électricité, de l'eau, parce qu'il faut de l'eau potable. Donc c'est ce qui est en train d'être mis en place. Nous venons de signer un protocole d'accord avec la Guinée équatoriale qui sera basé sur la mettre en place de raffinerie. À part ça, en termes d'infrastructure aussi par rapport au pipeline, parce que nous savons tous que la Guinée équatoriale, ils ont beaucoup de gaz, ils ont beaucoup de pétrole. Avec le ministre Gabriel Obiang, nous sommes en train de mettre en place une interconnexion au niveau africain en fait. Surtout, on va commencer par l'Afrique centrale. Donc, on s'inspire du modèle qui est fait actuellement au niveau européen, parce que vous allez voir, il y a des pipelines qui quittent le Pays-Bas, qui vont en Belgique, qui montent jusqu'en France. C'est ce que nous voulons faire de façon que nos populations puissent profiter de nos ressources, que quand nous, on va produire du gaz, que le peuple guinéen puisse en profiter, ou le peuple camerounais, et vice-versa. Donc c'est sur ça, on a signé un protocole d'accord, on l'a même signé à Luanda, et nous allons bientôt mettre ça en pratique. Aujourd'hui, s'il faut avoir une raffinerie, c'est ça pour raffiner quoi? À ce jour, nous n'avons pas une grande quantité. À ce jour, nous avons autour de 24 000 barils jour. Mais ces 24 000 barils jour, la partie congolaise, c'est quoi? Parce qu'il y a Perenco qui a sa part, nous, la partie congolaise, c'est quoi? On ne pourra pas raffiner grand-chose. Et puis, la qualité de notre carburant qu'on appelle le coco, qui est quand même assez lourd, il faut une raffinerie particulière. Mais par contre, avec les appels d'offres que nous venons de lancer, si on met en place des raffineries, je pense que d'ici là, ce sera quelque chose. C'est comme ça que nous visons à mettre des raffineries dans le futur. Parce que si on met ça aujourd'hui, on sera obligé d'importer le brut. Faire venir le brut d'ailleurs pour pouvoir raffiner sur place. C'est chose qui ne sera pas très rentable. La République démocratique du Congo, c'est parmi les pays où il y a une grande subvention pour pouvoir garder la paix sociale. Aujourd'hui, si on doit mettre le prix réel du carburant par rapport au temps
d'acheter en termes de PMF, quand ça arrive, le coût, on sera au-delà de 2 $, 2,5 $. Et je pense que ce serait intenable parce que l'impact sera direct sur les denrées alimentaires, sur le transport, l'impact sera direct. Le chef de l'État a décidé de pouvoir subventionner une grande partie de façon que nous puissions garder cet équilibre-là. Mais n'empêche qu'il y a certaines réalités qui nous rattrapent. Donc nous sommes obligés de temps en temps de réajuster pour nous approcher petit à petit de la vérité des prix en fait. C'est ce que nous sommes en train de faire à travers le ministère de l'économie et le ministère des Finances. Donc il y a eu ces réajustements-là qui ne sont pas énormes, mais c'est pour petit à petit arriver à atteindre la vérité des prix. En tout cas, depuis que moi je suis là, la loi des hydrocarbures, on l'applique. C'est notre code, c'est notre Bible. On l'applique matin, midi, soir, que ce soit dans l'aval pétrolier ou dans l'amont pétrolier. D'où ces lancements d'appels d'offres, parce que la loi des hydrocarbures ne nous permet pas de conclure des opérations de gré à gré. D'où le lancement des appels d'offres qui est repris dans la loi des hydrocarbures. Donc je pense que nous respectons cette loi-là et c'est celle-là qui est en train de nous encadrer. Il y a peut-être 2 ou 3 faiblesses sur lesquelles nous sommes en train de travailler pour pouvoir rendre encore cette loi meilleure pour le secteur des hydrocarbures. Nous avons signé un arrêté interministériel entre le ministère des hydrocarbures et celui de l'urbanisme pour pouvoir régler ce problème-là. Nous avons mis des équipes en place et vous allez voir à travers la ville, il y a déjà des stations qu'on est en train de sceller. Mais la destruction, on ne détruit pas comme ça, on commence d'abord par fermer et voir dans quel c'est qu'on aura à faire. Parce que beaucoup ont critiqué le ministère des hydrocarbures pensant que c'est le ministère des hydrocarbures qui donne l'autorisation pour construire des stations. Pas du tout. Ce n'est pas de notre ressort. Nous donnons l'autorisation de stockage, de commercialisation, de transport de produits pétroliers, mais pour bâtir, ce n'est pas le ministère des hydrocarbures. Il faut demander, je pense, à travers la ville, le ministère de l'Habitat. Il y a une cellule au sein du ministère de l'Habitat qui s'occupe de ça. Et c'est aussi, il y a d'autres autorisations qui viennent de la ville. Donc, ça fait que même nous, au niveau des hydrocarbures, on se réveille, on voit des stations qui étaient en train de naître comme des petits champignons. On a quand même su bloquer l'essentiel et le travail va commencer avec cet arrêté qu'on a signé avec le ministère de l'Habitat. Nous sommes en train de mettre ça ce fonds-là pour les générations futures. Parce que déjà, il y a le coût d'abandon qui est énorme parce que quand une société pétrolière est en train d'exploiter, le jour où ces sociétés partent, ils doivent reverser des sommes pour remettre en état là où les choses sont mises. Et aujourd'hui, ces coûts d'abandon par rapport à Perenco sont là, mais c'est vrai que c'est logé à l'extérieur et d'où on a tenu une réunion dernièrement avec eux pour demander que ce soit logé au niveau de nos banques ici parce que c'est ce que la loi demande et c'est ce qui sera appliqué très bientôt, je pense, début 2023. En 2023, il y aura des blocs pétroliers qui vont partir, il y aura des contrats et je pense que la production pourra augmenter parce que nous avons des blocs qui sont réellement prometteurs. Il y a des endroits en République démocratique du Congo, même quand on ne connaît pas les hydrocarbures, il suffit de toucher le sol. Ça, c'est au niveau de l'équateur, au niveau de la cuvette centrale. Il suffit de toucher le sol, on sent l'odeur du carburant, on sent les hydrocarbures, on sent qu'il y a un potentiel énorme qui est là. Et 2023, ce sera une grande année pour les... C'est une année électorale, mais ce sera une grande année pour les hydrocarbures. Octroyer des blocs pétroliers à des sociétés responsables qui vont pouvoir exploiter, explorer, de façon que nous puissions entrer réellement dans le monde des grands pays producteurs du pétrole. Le mot de la fin, c'est que je remercie d'abord tout le gouvernement, tout le peuple congolais et surtout le chef de l'État, de par la confiance qu'il a mis à ma modeste personne. Et je peux regarder le peuple congolais et leur dire que nous allons faire le travail qu'ils nous ont donné, nous allons le faire jusqu'au bout et nous allons inverser la donne. Et ce qui est sûr, c'est que les mines sont toujours là, mais je pense que d'ici quelques mois, les hydrocarbures vont remplacer les mines.